Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale. Si François Xavier Noumon était là, il aurait pris cette émission, mais étant absent, nous sommes obligés de faire avec. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cela fait un an, ce vendredi 26 juillet, que la junte militaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a pris le pouvoir au Niger après un coup d'état militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Un an déjà que la CEDEAO a voulu utiliser sa force en attente pour remettre au pouvoir Bazoum. Mais 12 mois après, Bazoum a toujours un avenir incertain dans la main de la junte. Le Niger et ses voisins immédiats ont tourné dos à la CEDEAO et ont créé l'Alliance des États du Sahel. Ce même pays rompt avec tout ce qui est français à la veille de l'anniversaire bien évidemment de cette accession de la junte au pouvoir. Le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, a prononcé un discours bilan, aucune annonce, mais une rétrospective en forme de satisfecit. Nous faisons le tour de cette actualité ce soir avec mes invités. Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance. Bonsoir à vous, Joël Ataï-Guédégbé. Bonsoir Angèle, bonsoir aux téléspectateurs. Merci pour votre disponibilité. Agapit Napoléon Baforican, bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir tous nos téléspectateurs. Vous êtes notre consultant politique à ETélé. Comme je le disais, cela fait un an que la junte a au pouvoir au Niger après un coup d'État à Bazoum. Joël Ataï-Guédégbé, est-ce qu'un an après, il y a un bilan à faire? Oui, il y a forcément un bilan, c'est que cette junte a pu se maintenir au pouvoir alors qu'elle a été challengée, contestée à tout le moins de l'extérieur, un tout petit peu de l'intérieur par les partisans du président Bazoum, à travers quelques manifestations assez vite réprimées et contenues, mais surtout de l'étranger, à partir de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle le Niger appartenait. Et vous le disiez tantôt, donc des sanctions très corsées comprenant un débarquement militaire, en un rétablissement de l'ordre constitutionnel par une force armée de la CEDEAO, était au cœur des décisions, était la décision la plus spectaculaire, la plus importante dans ce contexte. Et je crois que tout le reste du développement s'en est suivi. Et vous avez pas mal présenté les principales conséquences, même si aujourd'hui c'est le Bénin qui semble payer le prix fort de l'application des sanctions de la CEDEAO, à laquelle nous étions partis de toute façon. Absolument. Éléments sur lesquels nous allons revenir au cours de ces échanges. Rapide Napoléon Bafoué, quand je vous pose la même question, est-ce qu'il y a aujourd'hui, 12 mois après, des éléments à mettre à l'actif de cette junte au pouvoir au Niger? Oui, on peut dire qu'il y a des éléments à mettre à l'actif de la junte. Déjà, de se maintenir en place, malgré tout le dispositif mis en place par la CEDEAO, la communauté internationale, la France, les États-Unis d'Amérique, on peut dire qu'il y a quelque chose à se mettre sur du côté de la junte. Déjà, quelques malaises, excusez-moi. Bon, peut-être qu'on va suivre l'élément bilan que le général... Non, c'est bon, c'est revenu. Non, c'est bon, ça peut aller. Non, je voudrais dire toutes mes excuses aux téléspectateurs. Non, je disais que, oui, il y a quelque chose à se mettre sous la dent, dans la mesure où la junte a réussi à se mettre en place. Malgré tout, c'était pas si évident. Et c'est ça qui a tout transformé. La CEDEAO, en même temps, a pris des décisions, a donné un ultimatum. Un an après, la junte est en place. Et on peut dire solidement en place, puisque le général a fait un point, puisque la CEDEAO même ne se retrouve plus par rapport à ce dossier, puisqu'il y a eu l'AES. Et donc, toutes les sanctions sont tombées sans que la junte ait fait un effort particulier dans le sens voulu par la communauté internationale. Pire ou mieux, la junte s'est débarrassée des troupes de la base française, s'est débarrassée des sociétés françaises qui opèrent sur place, s'est débarrassée de la base américaine. Il y en a deux d'ailleurs. Des bases, voilà. Donc, en clair, on peut dire qu'il y a de quoi que la junte fasse son bilan et le truc positif.
Et selon vous, qu'est-ce qui a été la force de tout ça, Agapita Pelema-Forika? La faiblesse de la communauté internationale. La faiblesse de la communauté internationale. De pouvoir déployer la force en attente telle que... J'ai dit, je sais pas si je dis oui. De la communauté internationale. La faiblesse de la communauté internationale. Ou bien l'usure du discours. D'un certain discours. Dans certains discours, voilà. L'usure d'un certain discours. Le fait que ce soit un coup qui suit déjà d'autres, où on a tenté, où les autres ont tenté de tenir tête à la CEDEAO, notamment, et à la communauté internationale. N'oubliez pas, avant le coup du Niger, il y a eu 2 coups au Burkina. Il y a eu 2 coups au Burkina. Il me semble, je pense que voilà. En 9 mois, oui. Voilà, il y a eu il y a eu le coup de Mali. La transition ratée. La médiation ratée de Goodluck Jonathan. Et les va-et-vient avec, et finalement, le pouvoir dur de Assimi Goïta, le discours anti-européen. Donc, tout ça a pu donner des forces, une certaine force à la junte au Niger. Le soutien apparent des Nigériens à la junte. Dans d'autres pays, les gens se seraient sortis. On aurait pu avoir des ripostes dans d'autres villes. Au contraire, on a eu un soutien, en tout cas, apparent. Populaire, ouais. Apparent, un soutien populaire apparent. Et enfin... Il y a eu un début de résistance qui a été vite étouffé, et puis après, ils ont su instrumentaliser de toute évidence. Enfin, quand il dit instrumentaliser, là c'est un jugement. C'est un jugement. Bon, moi je constate. Voilà, exactement. Et enfin, l'incohérence au niveau des chefs d'État de la CEDEAO. Lorsqu'une décision est prise, est-ce qu'on l'applique ou on ne l'applique pas? Alors, certains l'appliquent. On stigmatise ceux qui l'appliquent et on applaudit ceux qui ne l'appliquent pas. Ça, c'est du jamais vu. Et donc, tout ça a pu jouer en faveur de la junte qui aujourd'hui peut dire qu'elle a été gagnante, en tout cas pour cette première année. Voilà. Et on va justement écouter, comme je le disais, le général Abdourahmane Tiani qui faisait son bilan. C'était ce jeudi à la veille donc du premier anniversaire de la session de la junte au pouvoir. On l'écoute et on revient. Voici un an que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, sous ma conduite, a décidé de prendre en main les destinées de notre pays, le Niger. En effet, les menaces existentielles auxquelles faisait face le Niger ne laissaient guère le choix à tout patriote soucieux d'éviter à son pays de sombrer vers les obscurs rivages du terrorisme, et cela nonobstant le placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères. Le pillage de ressources, le passe-droit et le bâillonnement des libertés fondamentales constituaient le brevet du régime déchu, malgré la facette démocratique affichée et vantée par l'ancienne puissance coloniale pour compenser la vassalisation du régime. Victime de cette situation, notre peuple a adhéré à la nouvelle marche imprimée par le CNSP, transformant le coup d'État en un vaste mouvement de libération nationale et de reconquête de la dignité populaire. Cette défiance vis-à-vis du régime déchu, combinée à la menace et aux sanctions iniques imposées par la CEDEAO, a entraîné le rejet de toute influence extérieure par les Nigériennes et les Nigériens. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À cette fin, j'ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l'objectif vise à assurer l'exploitation optimale des potentiels agro-pastoral en vue de l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Ce programme phare engagé sur financement propre promet des résultats
satisfaisant. S'agissant de la souveraineté sur nos ressources extractives, elle s'édifiera à travers la promotion du principe de contenu local dont l'objectif réside dans l'obligation faite aux industries minières et pétrolières d'utiliser prioritairement le micro et moyenne entreprises locales et le personnel national. Une ordonnance sera très prochainement adoptée à cet effet. Dans l'affirmation de notre souveraineté, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie entend faire respecter rigoureusement et sans discrimination toutes les dispositions de législation minière et pétrolière. Toute société, minière ou pétrolière, se verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions réglementaires contractuelles. Le bloc pétrolier Bilma, les rendus R5, R6, R7 d'Agadem, les permis miniers d'Imouraren et celui de Madawela sont retombés dans le domaine public de l'État. Le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale. La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclaves de salon, selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière et inexorable. Voilà, c'était là le général Abdourahmane Tiani. Jonathan Gadegbe, vous venez de le suivre, réaction. C'est avec plaisir que, non, avec un peu d'amusement que j'ai suivi, mais la situation est grave. Et le général Tiani est quelqu'un de très peu diseur, donc il faut se féliciter d'abord qu'il se soit exprimé, qu'on en sache davantage sur ce qu'ils ont dans le ventre ou ce qu'ils ont comme ambition pour le Niger, pour les Nigériens. Il y a forcément à boire et à manger, ou sinon il y a des choses qui font sourire et puis d'autres quand même qui mériteraient qu'on les prenne au sérieux. Quand il dit que le Niger va respecter les engagements, ses engagements au niveau de la communauté internationale, on voudrait bien savoir selon quelle modalité. Il ne s'est pas davantage appesanti sur le retrait de la CEDEAO. Ça n'a pas été en la matière un respect d'un engagement, puisque c'est un délai d'1 an. Mais la décision de partir pour le Mali, le Burkina et le Niger semblait irréversible. Et il faut en prendre acte et imaginer et rechercher avec eux les voies et moyens de mieux collaborer, de mieux coopérer. Et on n'est pas forcé, enfin il faut éviter que l'appartenance communautaire devienne un carcan. Donc on peut les suivre sur ça et continuer d'observer la marche de l'Alliance des États du Sahel, qui n'est pas forcément antinomique de la CEDEAO. Et il ne faut pas dramatiser outre mesure les choses. Et je reste curieux de voir comment tout cela va prendre. J'ai rapidement noté que malgré l'équation qu'il fait entre souveraineté et exploitation des ressources minières du pays, il y a eu une petite fenêtre pour des projets agro, silvo et pastoraux. Donc un peu plus d'attention à la terre, à l'agriculture, en tout cas à la base élémentaire d'un développement.
Parce que les projets industriels, que ce soit une centrale nucléaire, même l'exploitation du pétrole au-delà du niveau actuel, prennent du temps. Pendant ce temps, il faut que la population mange à sa faim et arrive à subvenir à ses besoins, dispose d'un minimum. Et j'ose croire que nos frères nigériens vont trouver la solution, vont trouver les voies et moyens pour booster l'économie et enchaîner leur développement. Et ça ne peut qu'être au bénéfice de l'ensemble de la sous-région. Au demeurant, si on devait mettre bout à bout la proclamation d'arriver au pouvoir et ce discours, on verrait bien qu'il y a un gros écart entre les motivations de l'avènement de la junte. Mais ce procès n'est pas le plus important. L'idéal, l'essentiel, c'est de voir comment la suite va se mettre en place. Vous y voyez également un écart capitalement africain entre les deux temps? Non, disons que moi, je m'occupe un peu de ce discours. Je m'en contente. Je le trouve patriotique. Si j'étais un Nigérien, je me retrouverais sans doute dedans. Parce qu'il fouette le patriotisme nigérien. Et c'est ce qui a pu maintenir aussi la population, en tout cas l'essentiel de la population en phase. Lorsqu'on fouette votre sens du patriotisme, et lorsqu'on trouve en même temps le bouc émissaire à vos problèmes, il est évident que, même sans être bête, même sans être naïf, vous vous dites, mais voilà ce qui nous conduit sur le chemin de l'indépendance et de l'autodétermination. Ce n'est pas le premier discours des gens. On a connu ici au Bénin. D'autres pays l'ont connu. Lorsque les régimes changent, il faut d'abord chercher le bouc émissaire pour pouvoir tracer la ligne Non, il faut gérer le contexte pour justifier le coup et trouver maintenant le bouc émissaire pour tracer les lignes de l'avenir, les lignes pour l'avenir. Alors donc, dans le cas d'Express, le prétexte, c'est l'environnement créé par Bazoum. C'est le prétexte, ça. Et le bouc, le peleux galeux tout trouvé, c'est l'impérialisme, c'est la France. Les Américains, bon, ça on ne les a pas tellement cités, mais c'est ça, c'est cela. Et l'option, c'est la souveraineté. Oui. C'est la souveraineté. Alors lorsque on s'assoit sur ces balises, il est évident qu'on peut tailler une rhétorique qui embrase, parce que fouette l'ego, fouette la fierté. Vous voyez, quand parfois l'hymne national tonne, il y en a qui pleurent, il y en a qui ont la chair de poule, parce que c'est leur degré élevé d'appropriation de leur patriotisme. Voilà. Donc, moi je trouve que ce général, c'est un homme de guerre. Donc il a fait l'école de guerre sans doute, il connaît la rhétorique, il connaît le sens du discours, de la rhétorique, le discours de rassemblement. Et je pense qu'ils l'ont tenu, lui, ces hommes de ces troupes, et le Premier ministre qui a plus que Premier ministre, mais même pas de parole du système des militaires, je pense qu'ils l'ont tenu en haleine pendant les 12 mois. Et ce qu'on vient d'entendre est de nature non seulement à rassurer les Nigériens, mais à rassurer aussi la communauté internationale. En dehors des renégats, ça c'est les internes, donc les Nigériens qui sont dehors, ou quelques-uns qui sont dedans, on n'a pas taillé aussi fortement la communauté internationale comme c'était avant. Oui, on a parlé la CEDEAO, les sanctions iniques de la CEDEAO. Bon, on l'a. Inique, il a dit inique d'abord. Donc, le mot en leur sens. Le mot en leur sens là. Donc, il a évoqué. Alors, donc, quand vous regardez, quand vous l'entendez, je pense que c'est un signe qu'il annonce. En fait, c'est des signaux qu'il donne. N'oubliez pas que ce discours intervient au moment même où se déroulait à Cotonou. Des rencontres, mais au lendemain des rencontres. Non, c'était jeudi, donc la délégation rentrait. Donc, c'est pas anodin. Moi, je trouve que ce discours non plus ne s'adresse pas ne manque pas que de s'adresser à nous-mêmes, Bénin, qui avons eu une certaine posture, qui avons eu une certaine situation avec, et qui tentons de normaliser. Je pense, pour le moment, que, pour tout dire,
le régime est dans son sens sans faute. Je ne suis pas dans la sidération. Hein, pas du tout. J'analyse les faits. Quand il faut les commenter, c'est pas la même chose. Mais je ne suis pas dans la sidération, mais je pense que tous les éléments probants de la rhétorique de rassemblement, de la rhétorique de la captation, de la rhétorique de sidération, tous les éléments sont là pour plutôt fouetter le patriotisme des Nigériens et sans doute rassurer quelques ambassades, quelques officiers de chancellerie en se disant, bon, peut-être qu'ils peuvent être plus fréquentables qu'on ne le disait. C'est parti pour un mandat avec ce discours. Je n'ai pas écouté le sort de Bazoum dans ça. Je n'ai pas écouté non plus les relations avec les voisins non plus. Donc, c'est à bon escient que ces éléments-là qui fâchent ont été extirpés pour n'en s'en tenir qu'aux éléments de langage de la junte pour se maintenir. Oui, c'est pas ce discours n'est pas fait pour qu'il quitte le pouvoir. En tout cas, pas pour une démocratie dont ils ont déjà décrit dont ils ont déjà fait le procès. Ben, eux, ils ont fait le procès à Bazoum disant que le Niger n'était plus un état de droit. Mais est-ce avec eux, avec la situation de Bazoum qui reste plus ou moins incertaine, le Niger est toujours un état de droit? C'est une question. Rapide, Napoléon Maforika. État de droit, je voudrais dire liberté, le droit d'aller, de venir, la liberté d'expression. Une démocratie, c'est possible, ils le sont sans doute. Une démocratie, mais actuellement ils sont dans une situation exceptionnelle, puisque ceux qui sont au pouvoir l'ont pris de fait, ils le gardent de fait, ils ne viennent pas des urnes. Alors l'état de droit suppose qu'à côté de la démocratie, il y ait cette liberté d'aller et de venir, de s'exprimer, le droit de dire ce qu'on pense, tout en tenant aux lois. Et les lois doivent faciliter ces choses-là. Il ne me semble pas que depuis l'arrivée de la junte, tant que quelqu'un comme Bazoum tant qu'il n'est pas acquis sa liberté de mouvement, on ne peut pas dire que le pays soit un état de droit. Bazoum n'a pas encore été jugé. S'il avait été jugé, ma position aurait été autre. Parce qu'il ne m'appartient pas de juger la qualité des institutions internes au Niger. Ce n'est pas mon rôle. Il a commencé. Il y a eu un commencement avec la levée de son immunité. Exactement. Donc un processus. On a même dit que c'est un coup martial, mais quoi là. Mais pour le moment, il est détenu sans être jugé. On est dans un état d'exception. Voilà, on est dans un état d'exception. Exactement. Contrairement à leurs amis ou alliés de l'AES, ils n'ont même pas fait semblant d'aller prêter serment devant les cours constitutionnels qu'ils ont dissoutes en arrivant. On a vu ça au Mali, au Burkina, tant avec Sandaogo qu'avec Traoré. Vous dissolvez tout et puis vous rappelez la cour, vous l'instrumentalisez, vous prêtez serment en tri, enfin tout un tas de contradictions en actes. Et on a vu comment, avec les organes propres à la transition au Burkina, il est désormais question d'un mandat de transition de 5 ans et extensible. Donc pour l'instant, je crois que eux, ils se sont même pas embarrassés de ces fioritures. Et avec l'AES naissante, peut-être qu'il y aura un nouveau droit, une nouvelle forme d'état de droit, mais ces instruments ne sont pas encore rigoureusement en place, même s'ils ont été à la confédération entre les 3 États, Mali, Burkina, Niger. Donc on demandait, mais à qui on a demandé son avis? Ou est-ce qu'il y a eu référendum, ainsi de suite? Bon, non, ils sont dans un état d'exception. Et ils ne prétendent pas faire autre chose, même si légèrement, il a voulu se faire le champion de la démocratie par rapport à celui qu'il a évincé. En fait, il ne va pas donner à leur pouvoir l'apparence démocratique. Les autres l'ont fait. Il faut qu'ils donnent tout au moins au pouvoir l'apparence démocratique. L'apparence démocratique et l'état de droit, c'est de se mettre dans les conditions tout au moins visibles, tout au moins virtuelles de la démocratie. On l'a vu, Gbagbo faire
prêté serment devant une cour constitutionnelle, qu'il a même reçu le serment de Ouattara quelques semaines après. Voilà, on est en Afrique. Mais on peut dire que nous bâtissons notre démocratie au gré de nos pérégrinations. On peut comprendre. Au Burkina, on a vu Sandaogo et Damiba, non? Oui, c'est ça, Paul. Je pense que lui, il a précisément aussi. Je ne sais pas si quel travail il a fait. Il l'a fait aussi. Voilà, devant la Cour constitutionnelle, alors qu'il n'existe pas. On a vu au Gabon, même schéma, où on a dissous les institutions. Après, on a rétabli la Cour ponctuellement pour recevoir le serment. Sans parler de la drôle d'architecture où on dit que la charte de la transition est supérieure à la Constitution. Voilà, donc on essaie de créer des normes. On essaie de créer des normes et dès qu'il y a des normes, elles sont internes, elles valent ce qu'elles valent. Il y a pas moi, je ne suis pas partisan d'une démocratie mondiale standard. J'estime que chaque pays peut bâtir son modèle. Mais il y a quand même un modèle, il y a quand même un corpus. Et le corpus voudrait que nul n'arrache le pouvoir par la force. C'est tout au moins ça. Et donc, mieux le Mali. La junte malienne a fait inscrire dans sa nouvelle constitution que c'est un crime imprescriptible. Voilà, donc, ouais, c'est important, c'est important. Pour le moment, non, le Niger n'est pas encore démocratique, mais l'homme fort du Niger se positionne comme un homme qui fait à la tête d'un régime, d'un système qui pense être plus démocratique que celui incarné par Bazoum. Moi, je n'ai pas fait l'audit de la gestion de Bazoum pour dire si son système était plus démocratique ou pas. Mais Bazoum a été élu régulièrement, proclamé élu, et a prêté serment. Donc, Bazoum a, du fait, même sauvé d'une tentative de coup d'État par son tombeur. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Voilà, c'est pas un régime démocratique. Abordons la question phare de ce coup d'État qui est l'insécurité. C'est vrai que 12 mois sont courts pour l'évaluer, mais est-ce qu'il y a un début de quelque chose, comme j'aimerais le dire, à Joël Ataïguédé? J'ai peur que non. Ce qui est frappant, c'est que d'éminents responsables de la sécurité sous Bazoum et tout d'un coup se retrouvent confrontés à des menaces, à des situations venant de toutes parts. Et ça questionne quand même sur l'effectivité de ce pouvoir, sa capacité à régler la question sécuritaire. Dans son discours, il s'est contenté de dire que les forces sont au front. Quand il y a autant d'évasions, de prisons de haute sécurité, d'attentats, un peu partout, d'ailleurs même au niveau de la région des 3 frontières communes aux 3 pays de l'AES, et donc malgré aussi la coopération et avancée, ça c'est un point positif malgré tout qui était amorcé, mais sur lequel Bazoum semblait traîner les pieds. De ce point de vue, je crois qu'ils sont dans le vrai s'agissant de leurs 3 pays. Mais malgré tout, on constate qu'il y a de gros trous dans le filet et qu'ils ont des difficultés. De toute façon, la question terroriste ne se laisse pas appréhender comme ça. Et ceux qui avaient été conditionnés pour taire leur rébellion semblent avoir repris du poil de la bête au nom de la libération du président Bazoum. Donc, il y a peut-être la lutte politique avec des objectifs clairs. Et il y a la lutte terroriste dont on ne connaît pas toujours les visages, les tenants et aboutissants, mais fondamentalement, il y a quand même des situations d'insécurité assez étonnantes pour des gens dont c'est le boulot des gens qui ont toutes les cartes en main de ce point de vue, et sans parler du formidable appui qu'ils ont désormais de la Russie. J'espère qu'ils vont trouver la bonne solution. Nous avons besoin de stabilité dans nos pays. Quelles que soient nos récriminations contre les régimes qui sont en place et autres. Donc, voilà. Est-ce que pour la question du terrorisme Napoléon africain, il y a un bon bout à tenir, puisque pour l'heure, ils n'ont pas encore fait mieux, parce que les attaques évoluent quand même. Moi, je pense qu'ils tentent de faire mieux. Mais leur erreur, leur faute, je veux dire, pour sur des militaires, sur des stratèges militaires, leur faute serait de se mettre à dos le dispositif de la CEDEAO. Il y avait un dispositif en place, l'initiative d'Accra, si je me trompe. Oui. Ils commettent une grosse bévue en pensant que seuls ils peuvent assurer leur propre sécurité. Ils commettent une bévue en pensant que de Cotonou, on peut aller les agresser. Ils commettent une bévue en laissant des zones
où des terroristes se promènent, viennent même interagir au Bénin ou agir rapidement dans les pays limitrophes. Je pense, oui, ils ont pris la mesure de la chose. En créant l'AES, je trouve que tout au moins, ils ont une communauté de destin en termes de gestion de leur sécurité. Ce que la CEDEAO n'avait pas su gérer, n'avait pas su faire. L'initiative d'Accra venait presque en retardement après les récriminations du Burkina Faso et du Mali. Les récriminations continuent. Et plus réel au niveau des pays côtiers. Oui, avec les incursions au niveau des pays côtiers. Donc, je pense que, même la France, avec ses opérations diverses dans la région, n'a pas réussi. Réellement, bien au contraire, il y a des situations sur lesquelles beaucoup s'interrogeaient, notamment au niveau du Mali, la manière dont certains engins arrivaient à passer les ports et à se retrouver dans le désert. Donc, il y avait des raisons pour ces pays de fustiger un peu la politique sécuritaire. Alors, est-ce qu'ils ont évolué? Oui, pour moi. Ils ont évolué, mais ça ne peut pas. Cette affaire date depuis plus de 10 ans. Donc, ça ne peut pas s'estomper en un an. Donc, les incursions continuent, mais je pense que c'est la coopération militaire et le fait de chasser les bases. Je ne trouve pas que ce soit une raison. Ils peuvent, peut-être, disposer eux-mêmes d'éléments d'intelligence ou contre-intelligence, d'écoute. Et aujourd'hui, il y a des drones de reconnaissance pour mieux gérer leur vie. Peut-être que les terroristes ont des liens avec certains dans les bases. Parce que la base française, que ceux qui sont membres de la base sont tous innocents, présumés innocents. Il y a des cas d'acteurs, répréhensibles, d'acteurs, même au niveau des forces déployées par les Nations Unies, notamment à l'Est-Zaïre, dans des régions de l'Est-Zaïre et qui ont été sanctionnées. Donc, c'est dire qu'ils auraient pu demander une renégociation en exigeant un certain nombre de choses. Bon. En n'allant pas la méthode forte, ça leur a permis de régler deux choses. De s'extirper du giron de la CEDEAO qui réclame un retour à l'ordre démocratique. Et donc, de tenter de prendre en charge leur propre sécurité. Ils trouveront du soutien. Aujourd'hui, ils s'appuient sur la Russie et quelques mercenaires turcs et autres, mais ils peuvent trouver, même au niveau des partenaires sérieux, s'ils laissent leur rengaine, ils peuvent trouver tout au moins des financements et d'équipements achetés pour pouvoir assurer, à moins que la Russie seule suffit, ce qui serait aussi une faute, à mon humble avis, une faute pour des stratèges militaires. La Russie seule ne serait suffit, il leur faut une force mixte et s'appuyer sur les expériences sous-régionales des pays qui s'y connaissent et ajouter leur propre intelligence. Ils peuvent avoir un commandement commun entre eux, État du Sahel, État de l'AES, et maintenant utiliser quand même les stratégies des autres États. Moi, je trouve qu'ils ont besoin des pays limitrophes que de les avoir à dos. Et c'est peut-être là leur talon d'Achille. Mais quand on fait, je vais dire, l'apologie pratiquement d'autres forces autres que la France, est-ce qu'on va se retrouver, répète un peu l'homme africain, dans la même situation qu'ils dénoncent? Est-ce que le panafricanisme n'est pas quelque peu limité, si je peux vous poser la question comme ça? Est-ce qu'ils sont panafricanistes? Moi, je dissocie le discours panafricaniste des questions de souveraineté interne. Ce n'est pas du panafricanisme. Il ne peut pas quitter la CEDEAO et dire qu'ils sont panafricanistes. La CEDEAO, c'est la CEDEAO. L'UEMOA, ils sont encore dans l'UEMOA. Entre la CEDEAO et l'UEMOA, l'organisation la mieux pilotée par la France, ou bien qui est mieux coachée par la France et l'Union européenne, c'est l'UEMOA. Créée par Michel Roussin en janvier 1994, après avoir fait valider la dévaluation du franc CFA. Et surtout avec l'instrument de la monnaie. La monnaie, donc après avoir fait valider la dévaluation du franc CFA. Donc l'UEMOA est une créature. L'UEMOA, dans sa forme actuelle, c'est une créature, je vais dire création de la France, de l'Union, et appuyée par l'Union européenne. Le 10 janvier ou 11 janvier 1994. Et le modèle de l'UEMOA, c'est le modèle de l'Union africaine. Il fait que nous, on a déjà fait l'Union européenne à l'envers, quoi. Nous, on a déjà fait à l'envers, exactement.
Donc, les Européens sont allés pas à pas, et nous, on est allés directement. La mise en commun des ressources minières et autres avant d'arriver à la monnaie. Acier, charbon, progressivement, la monnaie, après, les frontières. Mais nous, on l'a fait d'un trait, avec l'appui donc de la puissance coloniale appuyée par son union. Et donc, le franc colonial, qui est le franc CFA, sur lequel tout le monde se défausse, mais c'est cela encore qui est en vogue aujourd'hui. On peut même se demander s'ils ont perdu quelque chose à quitter la CEDEAO, puisqu'ils ont plutôt gagné la tranquillité par rapport à des élections. Oui, une transition courte. Alors qu'au niveau de l'UEMOA, ils retrouvent tous les avantages qu'ils avaient. Libre circulation, monnaie, et bon, donc ils n'ont pas touché à ça. C'est là que j'arrive. Donc, oui, en réalité, ils ne perdent rien. Ils perdent rien. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas là. On n'est pas dans le discours panafricaniste. On est dans le discours de souveraineté nationale. Et quand on dit souveraineté, ça leur permet de se replier sur eux-mêmes et donc d'échapper aux contraintes, aux exigences démocratiques. En 1963, quand on créait l'OUA, c'était ça. Les frontières héritées de la... D'abord, la décolonisation, c'était un principe. Décolonisation, donc tous les pays doivent aller à l'indépendance. Ensuite, ils doivent aller à l'indépendance dans le cas des frontières héritées de la colonisation. Et ensuite, la non-ingérence dans les affaires intérieures. La non-ingérence dans les affaires intérieures. Et ça fait que, quand un coup d'État arrive, personne ne dit rien. Le gars prend son avion, il va faire le tour des pays pour se montrer. La plupart en treillis. Et on l'applaudit. Avant, on faisait même les raies pour l'applaudir. L'urne n'était pas la voie idoine ou la voie exigée. C'est 89, 90 qui a amené tout ça. Et essoufflé, on retourne un peu vers le nord. Mieux, il est assez amusant de voir que les pères fondateurs de la CEDEAO étaient des hommes en kaki. La plus 90%, hein. Je ne sais pas, en dehors de Houphouët. En 75, quoi. En dehors de Houphouët de Senghor, je me demande s'il y avait encore des civils. Peut-être Sékou Touré, voilà. Voilà, donc, Sékou Touré, voilà. Donc, c'est dire que c'était des militaires, c'était le moment où on faisait le coup d'État. Donc, c'est dire que l'AES leur profite aujourd'hui. Ils ne sont pas plus panafricanistes que Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral ou autres. Ils ne le sont pas plus que Mathieu Kérékou l'était, et son discours de ces années-là. Mais le problème n'est pas le panafricanisme. Ils ne le sont pas plus que Thomas Sankara. Mais c'est des discours enfermés, des discours isolationnistes, des discours mobilisateurs, qui rentrent de l'intérieur et qui échappent à la logique. Et donc, quand on a dit ça, on se rend compte que l'AES et leur évolution ramènent la CEDEAO à sa plus simple expression, c'est-à-dire elle n'a aucun moyen pour imposer la démocratie. Finalement, parce que les gens lui ont montré que si tu insistes, je quitte. Si tu insistes, je quitte. Alors, la CEDEAO court après ces pays-là aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces directives, protocoles, machin, tout ça là, sont à repenser. Quelle est leur issue? Quelle est la suite du traité révisé de Cotonou de 1993? Et de tous les autres actes qui ont dérivé de ce traité révisé, au nom duquel on a estimé que l'intégration économique ne saurait se réaliser que dans un environnement politique stable et qui nous a conduit vers toutes ces situations. Voilà. Et vous le disiez, hein, depuis l'avènement de ce coup d'État agapite Napoléon Bafouika, on va peut-être faire un tour à la régie pour réécouter cela, puisque même juste au lendemain également, on a eu un plateau on a eu un plateau spécial pour justement avec vous, pour parler de cela. On va revenir sur cet élément rapidement afin de continuer nos échanges. Peut-être ça peut marcher, peut-être. Ça, c'est le décryptage. Hein? Mais ça montre simplement que la CEDEAO est sans solution. Et elle aura contribué à cela. Elle aura contribué à cela parce que du temps des Comores, avant la nouvelle architecture, du temps des Comores, on pouvait penser mieux.
est-ce que la CEDEAO est prête à aller intervenir au Niger? Voilà la question centrale. Est-ce que l'opinion publique nigérienne est prête à perdre 2 ou 3 militaires au Niger pour aller rétablir l'ordre? Lorsque, au Mali, en Guinée, au Burkina, pratiquement, ils sont déjà adoubés. Voilà la question. Pourquoi interviendrait-on à Niamey et pas à Conakry et à Bamako et autres? Voilà la question. Et si on le règle pas entièrement, on peut régler le problème nigérien. On peut remettre. Le Niger, c'est pratiquement tous les 5 à 10 ans coup d'État. Depuis 90. Hein? Le Niger, après la mort de Sédi Kounché, on a eu la période Alice Aïbou. Il y a eu les élections. Le président Mahamadou a gagné les élections. Donc, il a gagné les élections en 93, 2 ou 3 ans après, les crises, les trucs, les cohabitations, machin, bref, ça fait que, premier coup d'État. Maintenant, ça arrive. Donc, Mahamadou Issoufou n'a pas terminé son mandat. Maintenant, ça arrive, peu ou prou, 3 ans après, lui-même, coup d'État contre lui. Le président Issoufou, voilà, lui, il a fini son mandat. Et il a passé le témoin. C'était quand même la première fois, tranquillement, que la transition se fait vraiment de manière douce. De civil à civil au Niger depuis 90. Ça fait quand même, ça fait plus de 30 ans. Depuis 93. Voilà. Donc, c'est de dire qu'il y a déjà une sorte de velléité. Il y a déjà une situation, comme je le dis souvent, il y a un mal-être qui n'a peut-être pas été suffisamment analysé entre la classe politique et les militaires. Lorsque finalement on a demandé au président Talon, au président Ambalo de coordonner l'équipe qui doit discuter avec c'est parce qu'on a compris finalement que les médiateurs qu'on a désignés, ici Jonathan, là-bas Boliaï et Ambalo après, que ça n'a pas donné. Le problème de la CEDEAO, c'est où est ton pouvoir? Les moyens. Les moyens. Est-ce qu'on a les moyens de mettre en place une force, la force d'alerte? Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on a la capacité, la hauteur d'esprit de dire non à un pays qui abuse? Mais si on peut demander aux civils et aux militaires de se remettre en place, on doit pouvoir le demander aux civils. Est-ce que Ouattara est réellement à sa place? Voilà la question. Alors, pourquoi lui, il peut se mettre au pouvoir et pas le Guinéen Condé? Et pourquoi pas alors le Sénégalais? Il faut que la CEDEAO remette toutes les cartes à plat. C'est les chefs qui prennent les décisions in fine. Et donc, lorsque ils essayent de régler entre eux les choses qui leur font plaisir, ou bien on pense que tel va dire la vérité, on l'écarte, c'est de jeu, on ne peut pas avancer. Voilà, on le disait depuis pratiquement un an après, rien n'a bougé du côté de la CEDEAO. Bon, Non, la CEDEAO, laborieusement, a essayé de s'adapter à la situation. L'AES lui force maintenant la main. Lui a forcé carrément la main. Non, Agapit l'a dit, la CEDEAO était pratiquement à la rue, sauf le respect. Et on ne peut pas être aussi carent, aussi indigent de ce point de vue, alors que on a même la chance d'être imbriqué dans le dispositif de paix et de sécurité de l'Union africaine. Allez revoir les positions du comité de sécurité et de paix de l'Union africaine. Il suffisait même à la CEDEAO de s'appuyer, de s'inspirer de ça, et ça lui aurait ménagé une porte de sortie honorable. Depuis octobre, novembre, l'Union africaine, à travers cet organe, a tracé la ligne que la CEDEAO, péniblement, en février, a relativement adopté. Mais c'était bien trop tard. L'AES est née, et pour les raisons qu'on a expliquées précédemment, bon, ces gens-là n'entendent plus revenir dans ce carcan. Voilà, l'oiseau parti de la cage, ou de ce qui apparaissait comme une cage, une prison. En tout cas, un espace qui ne répondait plus à leurs problèmes à eux, et notamment ceux de la sécurité qui sont réels, et ceux de l'insécurité qui sont réels. Bon, donc cet oiseau a décidé de voler de ses propres ailes, peut-être imprudemment, mais on ne doit pas le souhaiter pour les peuples de ces pays qui sont nos voisins, qui sont dont on doit souhaiter à tout prix un meilleur être. Maintenant, cette tension permanente, et Agapit a bien fait de souligner que depuis la conférence nationale, pour ne pas dire l'époque le début du renouveau démocratique, il y a quand même un paradoxe avec ces coups d'État à répétition au Niger, oui. Donc qui souligne, qui signale
des difficultés internes qu'il va falloir élucider, entre autres. Et il y a, malgré tout, à noter que sous l'emprise de la nécessité, parce que cette junte est condamnée à avoir des résultats. On ne peut pas être tout le temps dans la rhétorique, même si on saisit opportunément le discours panafricaniste ou néo-panafricaniste à la mode. À un moment donné, il faut pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de ses concitoyens. Le général Tiani a annoncé quelques projets futuristes. C'est tout le meilleur qu'il faut souhaiter au Niger, mais la posture belliciste a ses limites. La mobilisation permanente peut être fatigante. Et on a vu ça, on connaît ça, donc je leur souhaite de s'épargner ces détours tortueux et si peu productifs, même si ça a permis au régime de se consolider. Mais il n'y a pas que la sécurité d'un régime. Avec ces difficultés de la communauté économique agapite Napoléon Mafoikan et ce discours, est-ce qu'on ne va pas dire que l'AES aura du monde également le jeu auquel joue aussi le Togo? Non, écoutez, moi je pense que le problème n'est pas l'AES. Le problème c'est à l'intérieur de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une belle architecture, c'est la meilleure au niveau de l'Africain. Autour de la CEDEAO, les zones économiques qui ont été créées. La CEDEAO fait partie des meilleures du point de vue architecture. On a une belle architecture. Non, même en termes de résultats, au point de devenir si attractif, très attractif pour des pays du Maghreb comme le Maroc, qui ont une économie plus performante pour la Tunisie, voire la Mauritanie qui veut revenir, qui a été la première à quitter la CEDEAO et qui demande à revenir depuis quelques années. Voilà. Donc la CEDEAO, c'est une belle architecture. Le problème est que ces cadres sont rouillés. À Abuja, le mental est rouillé. Un bureaucratisme totalement désolant, alors que c'est eux qui conseillent les chefs d'État. Ils se contentent d'aller faire observation des élections, il y a à manger, à boire dedans, ils se font recevoir. En fait, ils vont dans ce pays, ils se promènent d'une en une. Ce n'est pas la mission de la CEDEAO de se promener d'une en une et de valider une élection. Je pense que c'est de gérer les stratégies de veille et d'après-élection. Ils n'ont pas allé dans les urnes. Là, c'est toujours aussi facile que vous. Moi, j'ai été observateur d'élections. On ne voit rien dans les urnes. Ah bon? On ne voit rien. J'ai été au Togo en 2003. Aussi transparente soit-elle. J'ai été le jeu se passe ailleurs. De la CENI. La technologie de la fraude à un autre niveau. Quand j'ai dit élection libre, démocratique et transparente, on dit ah, là, il n'y a plus l'argent. Il n'y a plus l'argent derrière le débat. Non, il n'y a pas plus l'argent derrière le débat. Mais j'ai rien vu. On n'a rien vu. Les élections, ce n'est pas dans les urnes là, le jour là. Non. Les gens ont des systèmes plus huilés, plus performants pour, si fraude ils doivent avoir, pour faire leur fraude. Et quand la CEDEAO se promène pour valider ici et là, je trouve que ce n'est pas son rôle normalement. Moi, je suis contre l'observation. Qui va valider les élections en France, en Belgique, aux États-Unis? Alors donc, pour moi, j'estime qu'il faut laisser un pays organiser les élections. Par contre, une communauté comme la CEDEAO doit être une force de proposition, une force de conseil, une force d'accompagnement, une force d'action. La libre circulation des personnes et des biens, c'est un grand tantôt. Le passeport de CEDEAO, c'est une opération merveilleuse. Nous avons en commun beaucoup de choses au niveau de la CEDEAO qui sont merveilleuses et qu'on doit apprécier. Mais après, il faut renforcer le droit d'installation. Le Parlement de la CEDEAO, c'est à quoi? Est-ce qu'on ne peut pas gérer certaines questions au référendum pour donner au Parlement, élire les membres du Parlement au référendum, pour lui donner une sorte de légitimité et donc soumettre certaines questions sur ce sujet à la validation du Parlement? Il y a des réflexions qu'en 2024, comment ça fait qu'en 75, 83, 2024, donc pratiquement près de 50 ans après la création de la CEDEAO, qu'on soit si pauvre en imagination pour ne pas nous adapter aux réalités de notre monde. Et à quoi servent les structures de veille? Les renseignements, les études, la prospection. Et tout ça, c'est des moyens, Agapite? Non, nous avons... Les États doivent cotiser, ils doivent faire vivre. Non, on ne cotise pas. Ça, c'est des moyens de notre portée. La CEDEAO a l'argent. On fait le prélèvement communautaire de solidarité qu'ils ont copié à l'UEMOA. Donc ça veut dire que dans le haut cordon douanier, l'argent est déjà piqué.
Il y a l'argent. Donc, ce n'est plus comme avant où on ne paye pas les cotisations. Et mieux, il y a encore l'Union européenne et d'autres partenaires qui investissent. D'ailleurs, c'est souvent reproché parce que ça donne l'impression d'une immixtion intolérable. Les moyens sont là, mais c'est l'orientation, c'est le discernement, l'efficacité ou l'efficience en tout cas. Quand vous regardez comment l'Union européenne produit de la pensée, produit du contenu, je ne dis pas que la CEDEAO doit être comme eux. Par exemple, moi je suis le droit à Internet, l'Internet. Est-ce que nous avons réfléchi collégialement? Le numérique, est-ce qu'on a réagi collégialement? L'intelligence artificielle, la cybercriminalité, oui, on a un truc de collection au niveau de l'Afrique de l'Ouest, comment on appelle ça? Et au niveau de la CEDEAO, là, où il y avait un truc anti-corruption, c'est vrai. Mais comment nous travaillons ensemble? Comment nous travaillons au niveau donc de la mise en commun? Comment nous valorisons notre audiovisuel pour que la culture africaine, la culture ouest-africaine, il y ait un média qui puisse relayer au lieu d'aller sur d'autres chaînes qui nous amènent des logiques, des cultures d'ailleurs. En fait, nous avons un manque de réflexion et donc de prospection, si bien que les États commencent par se recroqueviller en disant bon, la CEDEAO ne nous apporte rien. Et donc, puisque ça ne nous apporte rien, parce que la démocratie dont on parle, aller valider une élection, alors qu'à quelques irrégularités, les gens, il y a des problèmes internes. Un peu comme le Niger, on aurait dû analyser les facteurs endogènes et exogènes de l'avènement fréquent des militaires au pouvoir. Hein? Entre 90 et 2000, et le dernier a quitté le pouvoir, c'était qui? Le dernier militaire, pas ce Djibo. C'est Djibo, voilà. Donc, on a dû analyser ça et voir est-ce que les problèmes réels sont réglés. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sous-entendus? Quand il y a eu un coup contre Bazoum, que Tchani, en tant que commandant de la garde présidentielle et autres, ont réglé, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question réelle? Quel est le malaise? Et c'est là que la CEDEAO devrait intervenir et offrir ses bons offices du point de vue de technicité, et non des injonctions, des communiqués qui donnent un ultimatum. Je pense que cette CEDEAO-là, c'est ça qui donne la facilité aux gens d'intervenir. Regardez quelqu'un comme Boni Yahi, qui a été président de l'Union africaine, est allé à Malanville pour invectiver notre président, presque, pour le désavouer, presque. Ce qui est quand même anormal si les décisions avaient été prises dans des conditions où il n'y a pas une sorte de dissonance. C'est quand même outrageant, c'est comme un outrage au chef d'État qu'un ancien chef d'État aille pour dire notre chef d'État a exécuté les décisions de la CEDEAO et ce faisant, il affame nos populations. Et on n'a pas manqué de voir le président Yahi Boni face au coup d'État du général Diendéré ou voire du capitaine Sanogo au Mali. C'était pas sa posture. C'était pas sa posture. Donc il faut une cohérence. Pas du tout alors. Donc il y a une incohérence au gré du temps. C'est-à-dire que simplement la CEDEAO a une belle architecture, mais je pense qu'au niveau des hommes, il y a quelque chose. Moi je dis, le secrétariat exécutif est rouillé. Enfin, la commission, les gens, les intellectuels qui sont dans la commission ne se renouvellent plus. Et du point de vue intelligentsia. Donc, alors qu'un groupe comme ça, c'est de la réflexion active et continue. C'est de la veille. C'est assez de notre chef d'État, d'alerte et parfois d'insistance. Lorsque les chefs d'État se retrouvent, eux, ils ne sont pas nécessairement techniciens de cela. On leur dit, bon, les ministres ne sont pas techniciens. Les ministres se retrouvent rapidement au cours d'une... Ils ont un cabinet qui gère justement. C'est les intellectuels, c'est les cadres, c'est les experts qui travaillent. À Ouaga, à l'UEMOA, il n'y a pas la semaine, il n'y a pas une réunion d'experts. À Abuja, il n'y a pas une station, il n'y a pas une réunion d'experts dans une matière. Donc c'est eux qui manquent de vigilance. Et avec tous les mécanismes qui existent, comité des sages, des trucs d'alerte, comment on les active? On ne leur met pas les moyens, mais on a les moyens pour aller faire. Et observation des élections. Ça, moi, je trouve que vous y tenez, oui, c'est une mauvaise orientation. Non, au moment où on a le plus besoin de certains instruments comme le comité de médiation, donc les gens se promènent de pays en pays et se taillent des dollars comme des primes, alors qu'il y a de la réflexion à produire. Il y a quelque chose qui va pas. Faudra-t-il les virer, simplement? Même les chefs de oui, il faut évaluer et puis passer à autre chose, parce que si en situation, ils n'ont même pas pu apporter des réponses pertinentes, opérationnelles, je parlais de la force en attente, c'est vrai, ça existait depuis, le mécanisme un peu lourd,
mais, et bute sur des considérations à la fois politiques, géostratégiques et opérationnelles. Il n'empêche, on a vu comment les réunions de chefs d'état-major qui devaient aller intervenir au Niger se sont délitées. D'abord, ils ont fait tellement de bruit. Et puis, et les autres ne sont pas nés de la dernière pluie. C'est autant de stratèges, sinon les mêmes collègues, enfin, ils sont aussi avisés. Donc, ils ont bien vu la faiblesse structurelle de la CEDEAO. Et qui dit qu'il n'y a pas d'échanges. Pour dire, tenez-vous bien, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, voilà. Et la CEDEAO, malgré ça, ne trouve pas mieux à nous sortir au terme de ces dernières réunions que de reparler d'une force en attente pour lutter contre le terrorisme. Là où les autres ont dit, on sort même de l'initiative d'Accra, on ne veut plus d'échange de renseignements. Mais il faut y aller pas à pas, finement. Et j'ose croire qu'avec la visite du général Toumba, les échanges qui ont repris avec le Bénin, on va trouver le moyen de reprendre les échanges d'informations. C'est crucial pour lutter contre le terrorisme et impliquer nos différentes forces sur les terrains qui sont difficiles à maintenir. Le terrain transfrontalier est universellement pénible à contrôler. Il n'y a rien à faire. Donc on ne peut pas se réjouir du malheur de l'autre. Il faut de la convergence, il faut de la synergie. Et la CEDEAO est franchement à côté de la plaque par rapport à tout ça. Et c'est les problèmes de l'instant. Et sans parler, on a beaucoup parlé de la CEDEAO des peuples, je ne veux pas ramener ça. Quelle en est la réalité pour les populations? La libre circulation, qu'est-ce qu'on y gagne si ce n'est pas beaucoup de vexation, beaucoup de corruption et autres encore? Et si la CEDEAO se montrait effective de ce côté, Agapita parlait du droit d'établissement. C'est autant de droits qui ne sont pas garantis dans tous les pays. Donc la CEDEAO a mieux à faire, la Commission notamment, pour inspirer nos chefs d'État, les parlementaires. Il y a un renouvellement, une remise en cause qui s'impose. Peut-être que le 50e anniversaire va lui forcer la main. Non, il ne faut pas attendre. Non, bon, ça, ils ont eu tout le temps. Sur un an, on parle du bilan de la junte, mais on peut faire le bilan de la CEDEAO parallèlement. Faisons même le bilan de la CEDEAO sur l'année. Sur cette crise, quoi. C'est une catastrophe. Là où il y avait même des ouvertures, là où on a libéré, par exemple, le fils Bazoum, et autres, depuis novembre. Vous voyez le retard à l'allumage. Pourquoi ne prend-on pas au fur et à mesure non, il y a quand même des stratèges. C'est comme moi, je ne comprends pas. Vous êtes là menacé, vous donnez un ultimatum. On parle que le président Bazoum est pris en otage. Oui. Après le moment où le chef de la garde présidentielle est dans le coup, on peut parler d'otage. Oui. Mais au moment où ils ont le même premier ministre, quand même, il y a des diplomates, il y a quand même à Abuja, il y a plein de diplomates. Ils connaissent ce qu'on appelle un pouvoir de fait. Mais le pouvoir de fait est installé. Un État, c'est un territoire, des populations, mais une autorité. À partir du moment où Bazoum a été élu, il y a une situation conflictuelle à un moment donné. Mais Bazoum, à un moment donné, est gardé en prison, en résidence surveillée. D'accord, on peut parler de plus d'otages. Oui. Jusqu'au moment où il y a un dispositif qui crée l'apparence d'un pouvoir réel, un premier ministre, un président de transition. Donc, on constate simplement qu'un pouvoir de fait s'est installé. Comme disait le président Talon, qui a fini par prendre la mesure de la situation. Justement, le président Talon a constaté au fil du temps. Donc, s'il n'y avait pas eu sa sortie, s'il n'y avait pas eu l'AES, qu'est-ce que la CEDEAO serait en train de débiler? À partir du moment où le pouvoir s'est donné son premier ministre, la CEDEAO devait prendre acte et maintenant aller et prendre le premier ministre ou bien le truc de transition là, comme des interlocuteurs valables et discuter avec eux des tenants et aboutissants, des conditions d'un retour à la normale. En Guinée, on n'a pas le même problème qu'au Niger, mais pourquoi? Même le Burkina n'a subi aucune sanction. Le médiateur de la CEDEAO, en l'espèce, n'était autre que le président Issifou du Niger. Donc, ouais, je pense que cette CEDEAO est perdue. Et, disons, mot de Tinubu. Je pense que l'erreur centrale, c'est d'en faire le président en exercice. Il a plein de bonne volonté, mais je pense qu'il a dépassé. Lui, il n'avait pas l'effectivité du pouvoir. Il n'a pas compris. Il n'est pas dans le coup. Il ne comprend pas. Il a été reconduit. Hein. Non, il y a eu l'illusion. Quand il est arrivé, on était à Accra. Il dit, bon, d'accord, le coup d'État est terminé. C'est facile de le dire. On a dit, Nigeria is back. D'accord. On a vu. Alors, quand on a crié tout ça, il en est allé où? On en est là. Donc,
Sa première patate chaude était le Niger. Oui, je pense que c'est la meilleure manière pour montrer qu'il n'y est pas du tout. Que entre la rhétorique et l'action, il faut d'abord faire la synthèse et qu'il faut mettre la réflexion avant l'action. On ne peut pas démarrer une action avant de réfléchir. Mieux, il a dû, en partie, son salut ou bien au conseil avisé des anciens chefs d'état-major et présidents qui lui ont indiqué quand même la mesure qu'il fallait. Et quelques griefs nigériens contre le Bénin. En fait, les Nigériens ont défaussé tellement sur le Bénin que lui, ils l'ont oublié. C'est un peu ça. Le Bénin a pris les coups. Entre celui qui a fermé, qui a coupé l'énergie, voilà, qui est vitale pour les hôpitaux, et celui qui n'a fermé que la route. On se rend compte qu'il y avait quelques griefs contre le Bénin qui sont venus au sujet desquels cette affaire de frontière avec la CAB et le Bénin a pris le coup. Moi, je pense que, honnêtement, la présidence en exercice aussi a joué négativement sur. Si on avait un Ghanéen ou le président Talon à la tête de cette affaire, on n'aurait pas eu les mêmes évolutions. Donc, je pense que le président Talon aurait vu venir. C'est pas parce qu'il a parlé à la fin, en décembre. Hein. Oui. Moi, le président Talon a voulu, on lui a donné l'UEMOA. Mais il a donné sa vision, les grands détalés. Parce qu'il voyait déjà les incohérences. Les grands détalés, ils ont détalé, ils ont repris ça tranquillement, sans bruit. Parce qu'ils ne sont pas prêts à changer. C'est-à-dire que le président Soglo parlera du syndicat des chefs d'État. En fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de gérontocratie en place, hein, qui n'a pas envie de bouger. Le système est là, les cadres sont là, ils produisent que de l'incohérence pour la plupart. Et bon, ils sont là parce qu'il y a plein de chefs d'État qui ne lisent pas grand-chose, sont dans la jouissance totale, et donc ils font des réunions. Des ministres qui devaient lire ne lisent pas, et les chefs d'État arrivent, on leur fait signer. Et quand quelqu'un dit « Ah, on va voir un peu clair », on dit « Ah, non, lui là, il est dangereux. » On a fait l'effort, on lui a repris la chose. En fait, nous avons art. Nous ne produisons pas de rapport. Combien de rapports de l'UEMOA vous avez sur tel phénomène? Par exemple, la question de la sécurité transnationale. Quand même, la libre circulation des personnes et des biens mérite quand même un cadre cohérent. Combien de rapports de l'UEMOA, de la CEDEAO seul, si ce n'est pas l'ONUDC parfois qui accompagne, ou bien l'Union européenne, ou bien comment on appelle. Donc, quelle est l'ampleur de nos réflexions sur les questions d'aujourd'hui? Et les questions d'aujourd'hui, c'est le numérique, la jeunesse ouest-africaine face à l'éducation, face à ces nouveaux éléments. Quel modèle de développement pour demain? Il y a tellement de thématiques, de systèmes. Moi, je vais dire, mais quels médias? Parce que moi, j'enrage de me voir consommer les médias français, alors qu'il y a du modèle autour de nous. Mais le modèle, ce n'est pas d'écouter la télévision sénégalaise, d'aller regarder l'ivoirienne, de regarder la nigérienne, non. C'est Dieu, mais j'estime que nous pouvons fondre et travailler ensemble dans un mécanisme qui permette à nos populations, en un seul clic, donc sur une chaîne donnée, d'avoir la diversité de ce que nous sommes. Il n'y en a pas. Donc c'est encore le Canal Plus qui vient pour aller dans nos pays pour produire. Ça pose un problème. Donc il y a assez de situations qui ne sont pas réglées. Moi, l'UA, j'estime qu'elle est fêtière. Et à mon humble avis, attend beaucoup plus des régionales. Or, les régionales, à mon humble avis, celles qu'on pensait encore être plus en forme, ne se montrent pas à la hauteur de la situation. Et donc, nous en arrivons à des situations comme l'AES, qui n'est pas, à mon humble avis, la bonne réponse, mais qui constitue une réponse ponctuelle à une situation qui perdure et qui permet aujourd'hui à ceux-là de faire rêver leur population. Voilà. Absolument. Alors, la prochaine question sera pour vous, Joël Ataï-Guédégbé, avec cette difficulté de la CEDEAO de faire sa mue et les revers qu'a essuyé le Bénin par rapport à la situation avec le Niger. Est-ce que le Bénin doit être prudent par rapport aux décisions de cette instance régionale? Définitivement, il appartient à chaque pays d'évaluer ses intérêts. Et après tout, hein, les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Nous avons résolument choisi de nous inscrire dans le sens de l'intégration. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais bien avant la crise du Niger, le Bénin a souvent péché par sa foi excessive dans ses visions stratégiques. Je prends le tarif extérieur commun, que ce soit celui de l'UEMOA ou celui de la CEDEAO. Le Bénin a fait un désarmement
voilà, trop rapide, alors que nous n'étions pas préparés au niveau de nos instruments de production. C'est un exemple pour dire que pendant que nous jouons le jeu, d'autres... nous produisons peu, alors qu'un pays comme la Côte d'Ivoire par cette union douanière, fait entrer beaucoup de produits sans droit d'origine, donc sans droit à l'entrée. Donc il faut du discernement pendant qu'on réaffirme notre credo en ces options stratégiques. L'avenir, c'est définitivement l'intégration. Ça ne peut pas être l'isolement, ça ne peut pas être... et d'ailleurs, ceux qui s'isolaient ont vite fait de se mettre ensemble et de continuer à chercher maintenant de nouveaux candidats à l'AES, y compris même de manière paradoxale. Oui, le Tchad, si ce n'était pas... les bisbilles entre la Mauritanie et le Mali, bon, ils auraient bien voulu aller jusque là-bas. Le Maroc n'est pas désintéressé. En tout cas, le Maroc est toujours là, aux aguets. Oui. Elle a une son opération sur la CEDEAO n'a pas fonctionné. Elle n'a pas de frontières, mais elle offre une façade maritime improbable. Et Doumbouya, assez prudemment, tel un sioux, se tient en dehors de tout ça, celui sur lequel il comptait. Pendant ce temps, le Togo, qui est un État côtier, pourrait se retrouver avec les États sahéliens. Bon, ne jugeons pas. Oui, tout à l'heure. Le Togo sait où sont ses intérêts. On cherche où. Bon, on n'a pas de frontière avec le Burkina, avec le Niger. Et donc, dans le cas d'espèce, a rapidement activé son axe Lomé et Fada Gourma. C'est Fada, il me semble. Fada. Voilà, donc du coup, Lomé, Fada, tu peux rentrer. De l'autre côté Et les Burkinabés n'ont pas craché sur les droits de passage qui arrivent opportunément, ma foi. Donc, à nous de savoir, non, j'ose croire que la raison va prévaloir, que nous-mêmes de l'intérieur, nous saurons encore mieux travailler à aider nos décideurs à y aller en connaissance de cause et à soutenir quand il le faut dans certaines situations. Et on voit l'exemple de mobilisation. Il faut faire attention à ce que le patriotisme, le nationalisme nous conduisent à la guerre. Mais à un moment donné, il est important qu'on distingue entre les divergences internes et la nécessité de faire bloc, de faire front pour faire respecter son pays. D'autant plus qu'il y a un temps pour tout, Agapit Napoléon Bafouécan. N'est-il pas temps que le Bénin y aille à pas fêter, si je peux poser la question comme ça? Avec les décisions de la CEDEAO, soit vraiment prudent. Non. En fait, c'est la CEDEAO qui a... La CEDEAO elle n'est plus crédible à prendre de grandes décisions. Pour moi, elle ne peut plus. Elle va prendre des grandes décisions pour quel pays? C'est la question. Elle a perdu 3. Il y a le Togo qui est... Alors donc ça fait... le drame, c'est que personne ne lui dit rien. Au nom de la souveraineté de cet État... Non, le Togo, un pays cherche ses intérêts. Bien sûr. Il n'y a pas à demander au Togo pourquoi tu fais ça. Donc, c'est à l'organisation... Là, on l'attendait, l'espèce de grande victoire symbolique qu'elle aurait pu... ou cadeau symbolique qu'elle aurait pu offrir au peuple ouest-africain, c'est la monnaie unique. Bon, par ailleurs... Même là, oui. Donc, il appartient à la CEDEAO de se réinventer. La CEDEAO des peuples dont on parle là, il faut lui donner un contenu. Moi, je pense que l'avenir est par là. Il faut que la CEDEAO revoie ses structures. Qu'on aille parfois au référendum, il faut qu'on interroge les populations sur certaines logiques. Par exemple, pour mettre en place des dispositifs comme intervention militaire et fermeture des frontières, je pense qu'il faudrait, cette directive, cette disposition doivent être validées par un vote populaire, à mon humble avis. Donc, il faudrait ouvrir une réflexion prospective sur le devenir. En attendant, retourner au traité de 1915. Sinon, même mettre en œuvre ceux qui sont là avec énormément de discernement. Non, ceux qui sont là, créer la logique démocratique. Semble imposer. Et ça perturbe beaucoup. Même il y a des pères qui a eu lieu le sommet de 99 où le protocole additionnel sur le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie a été adopté en février 99, si je ne me trompe. Même il y a des pères savaient sa manière de mettre en place la démocratie. Et lui, ça fonctionne de cette manière-là. Tout à fait. Bon, alors... Le professeur Olo a témoigné. Le protocole additionnel du ministre des Affaires étrangères
des résistances, voilà, du jeu, et voilà, tous avant de ce pays comme d'autres. Maintenant, on a tiré conséquence de 93 à Cotonou, on a mis 98. Avant, il y a eu cette affaire d'Abuja, et puis après 99, après 2001 à Dakar pour les protocoles additionnels. D'accord. Mais quand on a fait ça, après, il faut évaluer de 2001 à 2021. Est-ce que la démocratie s'est enracinée non, mieux? même en situation, la CEDEAO avait à sa portée de quoi ne pas tomber dans ce panneau. Et puisque l'UEMOA, même qui a sanctionné le Mali, est revenu sur ces sanctions peu avant le coup d'État. Mais quelle idée de s'engager vent debout dans cette voie. Je vois même les protocoles là. Oui, d'abord, oui, c'est ça. Ils sont en fait, c'est le protocole de tous les malentendus. C'est ça le protocole. Les gens disent, la CEDEAO n'a jamais dit ça, les tests n'ont jamais dit ça, parce que les gens retournent. Mais il y a eu beaucoup d'actes de protocoles, de traités, d'initiatives qui sont venus volontaristes perturber en fait les deux traités et créer des situations que des États, même des hauts cadres, des universitaires de ces pays ne maîtrisent pas. Alors, qui va les expliquer alors? Ces documents ne sont pas enseignés, ne sont pas discutés, ne sont pas publiés. Alors, comment vous allez comprendre qu'il y a ces mécanismes-là? Et ces mécanismes, les mécanismes mis en place par le traité révisé et les protocoles, ces mécanismes n'ont jamais fait en dehors de l'intervention en Gambie par rapport à l'élection. Pas grand-chose à se mettre là-dedans. On a même du mal à penser. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, le Bénin n'a pas à y aller ou à ne pas y aller. Le Bénin a travaillé peut-être pour refonder la CEDEAO. Mais alors, il faudra que le géant Nigeria soit d'accord. Alors, quand ils ont dit, on a demandé à Diomaye Faye de faire venir les autres. Ils vont venir d'accord. Il va échouer. Lui-même, il est volontaire, il va échouer parce qu'il n'y a rien. Vous leur offrez quoi? Voilà la question. Les autres sont déjà dans une union où ils ne perdent rien. Ils quittent la CEDEAO et ils bénéficient de tous les atouts au niveau de l'UEMOA. Quand j'ai vu le président de la commission lister des choses qui vont les avancer maintenant, donc lui n'a pas compris que c'est pas ça qu'il va faire. Il peut pas être un peu plus intelligent. Docteur président de la commission. On va pas s'en prendre à sa personne. Non, quand même, non. Non, à un moment donné. C'est quand même le président de la commission de la CEDEAO. Persister. On attend mieux de lui. Persister dans l'erreur devient condamnable et critiquable. En listant tout ça devant les chefs d'État et tout. Non, c'est un manquement. C'était pas le sujet. Et Dieu merci. La communication a même failli se retourner. La preuve, les gens disent qu'on les a. Ce qu'il fallait dire, c'est les conditions pour un retour. C'est ce qu'il devait dire. C'était ça. Il devait communiquer sur les conditions pour un retour. Les stratégies. Et ça, c'est des notes internes qui doivent être distribuées au chef d'État et non publiées parce que si vous publiez comme ça, tel qu'il a lu ça comme une proclamation de coup d'État, vous allez croire que c'est appris. Donc, il lit ça comme vous voyez les gens, quand il faut coup d'État, comment il faut la proclamation. C'est comme ça qu'il lit. Non, je pense que c'est toute la CEDEAO qui doit se refaire. Il y a, comme je l'ai dit toujours, il y a de très bons trucs en l'interne. Il faut qu'on repense, que les organes soient revus, qu'on voit dans quelle mesure interroger directement les populations, qu'on donne un contenu au Parlement de la CEDEAO, qu'on revoie la question de la monnaie, qu'on y pense réellement. C'est-à-dire, il faut rapprocher les peuples, il faut que les peuples sentent que quelque chose a changé et qu'il y a un intérêt à fondre les souverainetés sur des questions précises. En Europe, ça existe. Lorsque vous parlez même avec le Brexit, il y a une certaine opinion anglaise, britannique, qui se disent, mais si ça à reprendre aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'ils aillent au Brexit. Parce qu'ils sentent que quelque chose leur manque réellement. Au Niger, au Mali et au Burkina, rien ne leur manque réellement aujourd'hui parce qu'ils ont gardé tout. Et ils font mieux, ils gardent leur logique de putsch. Personne ne leur impose des transitions de 2 ans ou de 18 mois. Donc, il n'y a qu'à l'interne que ça peut Ils se sont libérés de toute pression. Ils se sont libérés du joug d'une CEDEAO elle-même en perte d'autorité. Je pense qu'il faudrait vraiment autre CEDEAO. Et c'est là, la session dernière aurait dû mettre en place une équipe, un groupe de réflexion, confier à des chefs d'État anciens, peut-être quelques diplomates, de dire réfléchissez-nous sur la CEDEAO de demain.
Et bon, ça aurait pu faire au moins nous donner de grain à moudre. Mais bon, il parle de force à l'entente contre le terrorisme, on ne veut pas les moyens de financer. Et on passait par où Allez, on va finir sur cet aspect. Aujourd'hui, le Bénin et le Niger semblent plus ou moins dans une optique de réchauffer ou bien de faire taire simplement la crise avec cette délégation du Niger qui est arrivée au Bénin. Joël Atay-Kedegbe, on fait la sortie de crise, on peut le dire comme ça. Ne soyons pas trop pressés, mais félicitons-nous, encourageons ce qui est amorcé. Et incontestablement, c'est dans le bon sens. Et j'ai l'impression d'ailleurs que la junte a aussi voulu démontrer sa foi, sa volonté d'aller à de nouvelles considérations. Autrement, on aurait pu prendre le temps d'envoyer les anciens chefs d'État du Niger. C'était ça dans le protocole. Et donc, ils donnent l'impression d'être même un peu plus pressés que ce qui est convenu. Et la délégation qui est arrivée était une délégation de haut niveau. Le général Toumba est le numéro 2, le pilier même de la junte. Donc, ce n'est pas n'importe quoi et ce n'est pas n'importe qui. Et il est entouré des sécuritocrates. Et ils ont posé leurs problèmes. Parfois des demandes exagérées, c'est de bonne guerre dans un premier temps, mais il n'y a qu'en discutant qu'on fait tomber peu à peu les barrières, les appréhensions. Et je félicite le gouvernement béninois d'avoir su mettre les petits plats dans les grands, d'avoir fait aussi sa part de chemin, et pour que progressivement on aille à l'aplanissement de ces divergences. Il n'en manquera jamais. Le général Toumba de retour au Niger, a dit les peuples sont condamnés à vivre ensemble, les États donc sont condamnés à imaginer les moyens pour faciliter cela. Et c'est ça leur raison d'être, de donner des raisons d'espérer et d'être heureux. Et sinon, d'ailleurs le Niger est un gros point de passage pour les migrations vers l'Europe. Donc les défis sont multiformes, non seulement pour la junte nigérienne, mais pour nous aussi. Et j'ose croire que le bon sens est de retour et que même dans la foulée, le capitaine Traoré et les siens au Burkina vont se convaincre que définitivement nous avons à nous mettre ensemble. J'ai été heureux de noter que le général Toumba, en tout cas la délégation nigérienne, est revenu sur la nécessité de travailler sur l'échange d'informations, de lutter ensemble au sein du parc du Douvé, où nous avons 3 frontières communes avec le Burkina, le Niger et le Bénin au moins, pour ne pas dire même le Nigeria de l'autre côté, et à traquer la menace terroriste. Beaucoup de mal, beaucoup de choses dures ont été dites. Ça ne peut pas s'estomper du jour au lendemain. Et les intérêts ne sont pas rigoureusement les mêmes. Mais chemin faisant, je crois que progressivement, les choses vont se faire. Le Bénin, par exemple, aurait donné son accord pour laisser passer des véhicules militaires nigériens qui traînaient au port de Cotonou. C'est plus qu'une mesure de bonne volonté. Et j'en passe. Donc on ne saura pas tout. Encourageons ce qui peut se faire pour le retour à la concorde. Voilà. On note leur satisfaction à Capitaine Napoléon Bafoué à l'issue de leur voyage au Bénin. Oui, je dirais mieux que je vais. Je sais que le préambule de l'UNESCO, du traité de l'UNESCO, la guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être dirigées les balises pour la paix, si je me trompe. C'est exactement ça, ce qu'on a. La guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être dirigées les balises pour la paix. Je pense que ce qui s'est passé à Cotonou, c'est le meilleur exemple. Je pense que c'est la meilleure chose qui soit arrivée dans l'espace depuis un an, justement. C'est la meilleure concrétisation d'actes positifs en faveur donc, de la coopération. Et je pense que ça aurait dû être l'effet, le travail de la CEDEAO justement, de jouer, mais c'est nos anciens chefs d'État qui ont fait ce travail, il faut les saluer par ailleurs. Il faut les saluer par ailleurs. Donc, c'est nos deux pays qui essayent de régler leurs questions bilatérales, leur coopération, de bon voisinage. Il faut saluer les deux chefs d'État. Et c'est donc, aujourd'hui, il faut espérer que ça aille de mieux en mieux et que nous tirions également le son. Nous sommes au Bénin trop gentils, trop disponibles, trop... Ce qu'on reproche à Talon, c'est ce que les gens auraient reproché à Yahi. C'est par rapport au Mali.
par rapport où on a abandonné la CEDEAO, la commission de la CEDEAO pour prendre l'Union européenne. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, on ne tire pas, on ne tiraille pas. Le président Talon, on l'a nommé, élu président de l'UEMOA, il a demandé à un certain nombre de choses, on ne dit rien, et puis après on change. C'est-à-dire que nous sommes un pays trop gentil dans la géopolitique. Et je pense que c'est normal que de temps en temps, on élève aussi la voix et qu'on essaye de taper du poing sur la table. Ce qui s'est passé entre le Bénin et le Niger n'est rien d'autre que la résultante de mise en œuvre de deux souverainetés. Et leur point de jonction, c'est la CEDEAO. La CEDEAO a été absente dans le règlement d'un problème créé par elle à travers sa décision que le Bénin a exécuté logiquement et normalement, ayant pris part à cette décision et étant frontalier au Niger. Ensuite, aujourd'hui, on tente de trouver des réponses. Essayons d'en arriver totalement à la situation d'avant 26 juillet 2023, c'est-à-dire la normalisation de nos relations, que le port, l'axe Cotonou, Malanville, Dosso, deviennent fluides désormais. J'ai lu que les bus en direction de Malanville sont autorisés, que tout reprenne, et pourquoi pas l'oléoduc, que le gazoduc d'Agadem, que l'axe gazoduc également reprenne de plus belle. Je pense que ce sera derrière nous cette mauvaise passe qui sans doute va jouer désormais dans nos relations en termes d'expérience, et donc peut-être de leçons qu'on inculquera à d'autres organisations de temps en temps, tout à le président Talon, le président Etiani. Voilà, moi je pense que... Et puis on voit là l'importance de l'économie. En 64, on était canon contre canon, on voulait se tirer là-dessus. Absolument. Bon, ça n'a pas été question cette fois-ci, mais on n'en était peut-être pas loin. Gageons fondamentalement que ça n'habite pas l'esprit des uns et des autres, mais qu'on fasse mieux, qu'on tire effectivement les leçons de nos péripéties, de nos échecs, parce que tout n'a pas été formidable, de nos incompréhensions. Il y a moyen de bâtir une intégration encore plus porteuse entre nos pays. Le Bénin n'a jamais manqué de solidarité avec le Niger. Peut-être qu'ils l'ont perçu très durement. Et notre position, notre volonté d'appliquer, en réalité, ce n'était même pas notre volonté. Les traités, c'était notre devoir. Les traités sont très exécutifs, les traités de la CEDEAO. Il n'y a même pas d'intégration dans l'ordre normatif quand on décide là-bas. C'est exécution immédiate. Bon, nous avons peut-être fait du zèle. C'est dommage que certains discours soient venus et perturber la normalité. C'est pour ça que si on allait en référendum, je pense que des débats internes auraient été faits pour que les gens comprennent certaines décisions à prendre. Pour moi, moi personnellement, je suis contre l'ingérence dans les affaires intérieures. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse, un pays, il n'a qu'à faire, s'il va faire 40 ans de pareil, ils vont finir par trouver des solutions, des réponses. Il n'a pas à un autre pays de rentrer dedans. Mais il se fait que 90, ça a donné des idées aussi. Regardez sur la question des pâturages, par exemple, qui nous crée beaucoup de problèmes. Et le Bénin a fait des exceptions pour le Niger, est conscient des difficultés du Niger. Et j'ose croire que le Niger aussi saura envoyer l'ascenseur sur un certain nombre de situations. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, à nous faire des concessions mutuelles pour rendre ça encore plus intéressant. Et maintenant que nous faisons l'option de sédentariser le bétail chez nous, comment le Niger va-t-il évoluer? C'est pourquoi j'ai été un peu attentif au discours sur le développement agricole. Il a dit rapidement. Un peu trop rapidement, mais je voudrais bien en comprendre le contenu. On ne va pas gloser sur l'IDH. Peut-être qu'il va demander une interview, une audience. Une audience. Au général, il suffit d'aller au Niger. Sa parole est rare. Allez, dernière question. Souhaitons que très rapidement le président Talon, le général Tiani, nous donne à croire qu'un autre avenir est possible pour nos pays. Absolument. Allez, est-ce qu'on va envoyer maintenant les anciens présidents au Burkina Faso? Oui et non. Avec la dernière situation. Le général Tiani pour être le bon médiateur. J'attendais du capitaine Traoré qu'il fût le médiateur entre le Niger et le Bénin. Et puis pourquoi
Le président Talon ne pourrait pas... Bon, maintenant, est-ce qu'il est fondé à inviter ses amis, nos frères du Conseil de l'Entente ou de l'UMOA pour un sommet improvisé à Cotonou? Qu'est-ce qui les oppose à ce point que le manque de connaissances mutuelles, le manque de compréhension des intérêts, des enjeux des autres? C'est seulement en dialoguant, c'est seulement en parlant le plus franchement possible qu'on avance. Et je crois qu'ils se sont un peu privés de ces concertations qui n'auraient jamais dû cesser. Et d'autres ne l'ont pas fait. Diomaye Faye est là. Le président Talon a envoyé notre ministre des Affaires étrangères là-bas. Peut-être que de proche en proche, quelque chose se construit pour revenir à ce qu'on n'aurait jamais dû arrêter de faire. Je pense que le président Talon travaille pour une diplomatie douce dans la sous-région. Je pense qu'il ne fait pas du bruit. Vous voyez, le Sénégalais aurait pu passer par le Bénin, je ne sais pas pourquoi, il a fait le tour. S'il venait au Bénin, il serait obligé de passer au Niger. Il a fait le tour, mais il n'a pas fait. Donc, mais le président Talon a envoyé notre ministre des Affaires étrangères là-bas, il est très bien reçu d'ailleurs, j'ai vu les images, super bien. Donc, bon, je pense que on n'a pas de problème. Et le Mali a présenté, a réitéré son engagement de coopérer avec nous, avec la présentation des lettres de créance de l'ambassadeur du Mali hier. Voilà. Donc, et je disais que, par rapport au Niger, que nous n'avions pas rompu la relation diplomatique. Et la dernière fois au Burkina, le Bénin a dit, a convoqué, comme dans le cadre diplomatique, convoqué, quand on va dire que c'est de la brouille, non. D'ailleurs, c'est comme ce qu'on a lu, ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions, conviviales. C'est d'ailleurs les usages, en fait. C'est les usages diplomatiques, voilà. C'est dire que non, le Bénin n'a pas un problème avec le Burkina. Moi, je ne pense pas que le Burkina soit un gros problème pour nous. Le capitaine Traoré, j'ai dit que bon, il a manqué un peu Et même certains intellectuels autour de lui admettent que c'est un discours à usage interne, mais les ravages sont malheureusement là. Voilà. Donc, je pense que... Moi, je pense à la normalisation qui est possible. Il faut qu'on laisse les États se bâtir dans leur... C'est comme un enfant qui t'est... C'est parce que tu es le père d'un enfant majeur, un enfant que tu vas tout faire pour lui imposer le modèle, même s'il est majeur. Dès qu'il est majeur, on ne peut que lui montrer le chemin. On ne peut pas lui tout imposer. Un État, il est souverain. Il faut le laisser faire cette pérégrination, aller se bâtir, se casser et jouer. Tant qu'on peut jouer pour l'aider, on joue. Mais s'il ne veut pas qu'on l'aide, on le laisse. Quand nous regardons l'histoire des États en Afrique comme dans le monde, ils sont bâtis. Le Japon était totalement déchiqueté après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est rebâti. L'Allemagne était divisée, cassée. Il y a eu le mur cassé. Il y a plein de situations. Laissons les États. Ce n'est pas la CEDEAO qui va faire démocratie dans nos États. Et ce n'est pas l'Union africaine qui va rétablir. Encore l'ONU est incapable de régler le problème de Palestine et d'Israël. Je pense qu'ils n'ont qu'à laisser les États et avoir des grands principes. Tant que l'arme atomique n'est pas utilisée dans un État, ils n'ont qu'à laisser les États se battre dans leur mouvement avec les régimes qu'ils veulent, tout ça, et qu'on se consacre sur les questions essentielles de sécurité aux frontières, de libre circulation, de droits d'établissement, de politique commune en certaines matières. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble et laisser la politique politicienne à chaque État advienne que pourra. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire donc sur cette actualité, l'an 1 donc, de l'avènement de la junte au pouvoir au Niger. Joël Ataïgadekoué, je vous donne quelques secondes pour conclure. Presque tout a été dit. Nous sommes en souhait, nous n'avons pas la décision, donc on ne peut que suggérer et espérer le meilleur de ceux qui ont pour mission de nous diriger, mais espérer aussi que l'escalade verbale descende un temps soit peu. Les réseaux sociaux n'y aident pas. Et malheureusement, c'est une donne avec laquelle il faut apprendre à faire et donc apprendre à aller à l'essentiel, se boucher les oreilles quelquefois pour avancer dans le sillon de la construction communautaire, pour ne pas dire de l'intégration. Nos peuples en ont grand besoin, c'est ce qu'on leur doit. Et bon vent aux Nigériens avec ce qu'ils auront choisi comme leadership, en espérant que les droits du président Bazoum soient malgré tout sauvegardés. S'il doit répondre de ces actes, voire même de haute trahison, qu'il en soit ainsi, mais que le droit à la défense, principe fondamental,
soit garantie. Et puis, j'espère que les anciens chefs d'État, même ceux qui sont en fonction, sauront avoir le discernement, l'approche qu'il faut aussi pour que un changement d'ordre constitutionnel ne se transforme pas en tyrannie vis-à-vis de ceux qui viennent de chuter. En conclusion. Je pense que le plat à portée démocratique n'est pas le meilleur. Vous continuez à le dire. Non, il faut le répéter. Cette crise répétée provient de là, moi je pense. Il faut des grandes balises, je continue de le dire, mais après à l'interne, il faut laisser les gens gérer. Les grandes balises, tout à l'heure, on a parlé des droits de programmation. Voilà, ça c'est des grandes balises, ça. Des grandes balises, il faut gérer. Et à la limite, gérer ça au niveau sous. Comme nos États, on peut les soupçonner par rapport aux juges et autres. On peut créer au niveau sous-régional ce type de mécanisme qui aide. Mais on peut aller pas à pas. On doit aller pas à pas. Là, et puis, la coopération bilatérale, elle existait avant la question des communautés. Alors, donc, n'oublions pas que tel n'empêche pas que les États limitrophes créent des logiques bilatérales. Et que même des intérêts du Bénin et d'autres pays, la preuve, le Tchad et le Bénin, sont exemptés de visa. Alors que pour aller au Cameroun... Le Tchad utilise le port du Bénin. Voilà. La Centrafrique utilise le port de Pour aller au Cameroun, pour aller à Libreville, il faut un visa. Mais pour aller au Tchad et en République du Congo, on n'en a pas besoin. Donc c'est dire qu'il y a des évolutions. Donc, la coopération bilatérale, les réunions de coopération mixte, les réunions mixtes entre les États permettent de régler. Le Bénin et le Nigeria ont réglé de nombreux problèmes frontaliers grâce aux réunions mixtes et finalement à l'agence qui existe et qui sait. Donc, il y a des possibilités. Restons à ces possibilités pour développer nos intérêts réciproques et que les communautés ne gèrent que les grandes masses. Je pense que c'est ce que je voudrais dire. Aux Nigériens, moi je pense que le Bénin n'est pas leur problème, il faut qu'ils le sachent. Et que leur problème c'est de l'intérieur que ça viendra. Tant qu'ils ne donneront pas à manger aux populations, ils ne donneront pas à rêver aux populations. Donc, Jean Tiani, je pense qu'il a tellement compris que son discours accentue beaucoup plus sur l'interne. Tant mieux. Et si la situation évolue, et nous permettre de rentrer, de devoir retourner à Niamey tranquillement, sans avoir peur et de faire aller-retour. Moi, je serais content parce que retrouver nos familles. J'y ai bien des amis. Et comme je le dis toujours, Kilechi est une branigère, ça fait toujours du bonheur. Merci à vous, Agapit Napelo Bafoïka. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin donc ce plateau spécial sur l'an 1 donc, du CNSP au Niger. Merci de nous avoir suivis et continuez à nous suivre sur nos plateformes numériques. E-Télé avec vous, pour vous.